Bonsoir Bernard. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Content de vous retrouver sur le plateau de Théovox Actualité après un petit moment. Plaisir partagé. Vraiment, vous étiez là... Avec Philippe Méloni, oui, lorsqu'on avait présenté des résultats du rapport intérimaire de la Commission d'enquête nationale citoyenne sur, en fait, le processus d'approbation de ces vaccins qui, comme on sait, est tout à fait inhabituel. C'était votre première parution chez Théovox? C'était la première parution chez Théovox, en effet, oui. Et on s'est retrouvés cette semaine aussi. On s'est retrouvés, oui, on s'est croisés à la 18e audience sur le campus de l'Université Laval. Oui, tout un dossier, ça. Hein? C'est un dossier. Moi, je suis allé très souvent à ces audiences-là. J'apprends beaucoup de choses. Oui, effectivement. Bernard, ce soir, nous parlons ensemble de la maladie X, maladie qui pourrait faire l'objet de la prochaine pandémie et dont nous a parlé le directeur de l'OMS au 54e Forum économique mondial. Mais juste avant, j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo ensemble, puis on commente le tout par la suite ensemble. Parfait. Disease X is a term for a hypothetical illness, one that has not happened and is currently unknown. In the scenario, experts from around the globe are evaluating what would happen and what we would need to do in order to prepare for a virus that could claim up to 20 times more lives than the COVID-19 pandemic. In Davos, the Disease X scenario took center stage Wednesday. You may even call COVID as the first Disease X. And it may happen again. The WHO Director General acknowledges tough lessons were learned during COVID-19. We lost many people because we couldn't manage them. They could have been saved, but there was no space. There was not enough oxygen. So how can you have a system that can expand when the need comes? This bioethics professor says the pandemic showed us how one disease absorbing all available resources can lead to other health issues falling through the cracks. A cancer diagnosis did not take place, with very severe consequences for the people that were affected. Schuckling says there are also ethical questions to consider when preparing for the next big health emergency. Do we try to limit the number of lives that we lose? Or do we limit the number of life years that we lose? To what extent should we be concerned about equity considerations? Are we just concerned about health outcomes? He cautions Canada is not ready. We will be wholly unprepared for this because we are under-resourced. We don't have the staff, we don't have the beds available, so it will be a major problem, obviously. Anything happening is a matter of when, not if. Catherine Ward, Global News. Bernard, on vient d'entendre un peu c'est quoi, mais juste dans le but de mieux le vulgariser peut-être, c'est quoi exactement cette fameuse maladie X dont parle le directeur général de l'OMS? Bon, le mieux que je pourrais décrire cette maladie hypothétique, c'est que c'est une maladie hypothétique pour laquelle on devrait se préparer. Si on regarde... Comment on peut faire pour se préparer pour une maladie hypothétique? C'est une bonne question. Je pense que l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de mousser un agenda de préparation à des pandémies futures. Pourquoi ils veulent faire ça? C'est une autre question, mais c'est ça qui est l'objectif. Ouais. Dans la Commission d'enquête nationale citoyenne, on a entendu 94 experts, dont il y en avait tout près de 70 qui sont des experts en virologie, en clinique, en traitement des maladies infectieuses, en recherche sur les pandémies et tout. Et également, il y a eu des gens qui ont fait des analyses très poussées pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les pandémies qui nous pendent au bout du nez. La meilleure façon, on ne peut pas prédire l'avenir. Ceux qui prétendent prédire l'avenir, moi, je m'en méfie parce que, bon, l'avenir, par définition, c'est très difficile à anticiper. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est quel genre de pandémie auquel on a été confrontés depuis la fameuse qui a frappé l'imagination, qui est la grippe espagnole au début du 20e siècle. Ouais. Si on regarde par des critères rigoureux d'excès de mortalité dans ces périodes pandémiques, c'est clair que la grippe espagnole a eu a frappé avec des excès de mortalité notoires dans différentes régions du monde. C'est une pandémie, on peut en débattre, mais c'est une pandémie sérieuse, significative, qui évidemment s'est produite un peu à la suite de la Première Guerre mondiale. C'est une population, on va se le dire, qui était stressée, affaiblie, affamée, qui a été, subi les arbres de la guerre, donc qui a été déplacée, beaucoup de gens ont été déplacés, qui sont des conditions propices pour des pandémies. Mais depuis cette pandémie-là, si on regarde toutes les statistiques des pays qui en tiennent au niveau de la mortalité,
il n'y en a pas eu d'autres pandémies. Si on prend comme critère qu'il y a une maladie qui est suffisamment importante pour faire monter le taux de mortalité au-delà de ce qu'on s'attendrait normalement. Et donc, il n'y en a pas eu. Par contre, on est capable d'identifier des épidémies qui peuvent attirer l'attention. On en a entendu plusieurs. La grippe de Hong Kong, la grippe qu'on a eue H1N1 en 2009. Mais si on regarde les statistiques de H1N1 en 2009, il n'y a pas eu de surmortalité. Et là, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a eu un changement radical au niveau de la définition des pandémies. Ça, on en avait discuté notamment avec le professeur Raoul durant la commission. C'est quoi une pandémie? C'est des infections qui se produisent, une épidémie, dans plus qu'un pays. Puis il y a 2 pays qui sont frappés par une épidémie, on appelle ça une pandémie parce qu'il y a plus qu'un endroit. Maintenant, si on enlève comme critère le critère de sévérité, comme c'était le cas pour le H1N1, où on a enlevé le critère de sévérité, on a dit qu'on avait une pandémie H1N1, mais dans les faits, c'est une grippe saisonnière qui était juste un petit peu plus peut-être médiatisée. Et tout ce qu'on a déployé pour soi-disant contrôler ça, avec le Tamiflu, avec les campagnes de vaccination, ça n'a pas changé grand-chose. Non, définitivement. Je voudrais vous ramener, Bernard, sur la maladie X, parce que moi, je trouve ça vraiment paradoxal qu'on parle d'une maladie fictive, hypothétique, et que dans le cadre de cette maladie-là, on essaie de se préparer. Puis je repose en question, comment on peut arriver à se préparer à une maladie qui n'existe pas encore? C'est une très bonne question, en effet. Bon, quels sont le genre de maladies qui peuvent donner des problèmes au niveau d'une dispersion importante d'infection? C'est principalement des maladies respiratoires. Bon, il y en a quelques-unes, ça peut être le choléra, des maladies subdigestives, mais c'est une maladie respiratoire. Et ces maladies-là, c'est des virus comme le virus de la grippe, comme les coronavirus, peut-être les rhinovirus, puis quelques autres de cette famille-là. Et, en effet, on en connaît un certain nombre. Il y a des nouveaux qui sont apparus dans le cas du coronavirus récemment, le SARS-CoV-1, le MERS, le SARS-CoV-2 maintenant. Mais en général, quand ces virus-là arrivent dans la population pour causer des maladies qui sont notoires, c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Ça vient des animaux pour infecter les humains. Dans le cas des SARS, ça vient probablement des chauves-souris. Dans le cas de la grippe aviaire, ça vient des oiseaux. Puis la grippe porcine, ça vient des porcs. Et là, en général, ces virus-là qui ne sont pas très bien adaptés à la population humaine, lorsque les premiers sont en contact avec, ils peuvent être très malades. Mais très souvent, la transmission aux humains, elle ne fonctionne pas. Ça s'arrête là. Dans le fond, la maladie X, elle émane d'une souche qu'on connaît, mais on ne connaît pas la portée de cette maladie-là. Ce n'est pas une maladie totalement inexistante. Il y a une souche à quelque part sur laquelle les virologues peuvent se pencher pour... C'est plus compliqué que ça, en fait. Les virus, surtout les virus ARN, quand on parle d'une souche ou un type qu'on essaie d'identifier, c'est une simplification. En effet, les séquences sont extrêmement variables. Donner un exemple, durant l'épidémie COVID-19, où on a fait une expérience extraordinaire de séquençage, on peut répertorier sur les sites internationaux plus de 60 millions de séquences différentes. Fait que s'il y a 60 millions de séquences différentes, ça veut dire qu'il y a potentiellement 60 millions de virus différents. On parle-tu d'un virus? On parle-tu de quasi-espèces? On parle-tu d'une population? Au final, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on réagit à ça. Puis ce qu'on a vu dans le cas de la COVID-19, c'est des courbes épidémiques où il y a une montée des cas, puis ensuite ça se résorbe. Puis les vagues subséquentes qui se sont produites dans ce cas-là, très clairement, c'était dû à des nouveaux variants qui arrivaient dans la population pour recauser d'autres. Puis en général, ce qu'on a observé, lorsqu'on regarde les chiffres attentivement, la première vague était particulièrement aiguë, mais après ça, les vagues subséquentes étaient relativement faibles, jusqu'à temps qu'on arrive dans la fameuse période Omicron, où là, c'est un virus-là, cette famille-là, si on veut, de variants, était très infectieux, donc se transmettait beaucoup, mais très peu pathogène. Donc, on se prépare comment à ces choses-là qu'on n'est pas capable de prédire? Il y a un consortium public-privé puis philanthropique qui travaille conjointement à ce qui est appelé Mission 100 ou
100 Days Mission ou Mission 100 jours. Mission qui a pour objectif la sortie d'un vaccin face à une maladie fictive. C'est un peu paradoxal. Dans les 100 jours suivants, la sortie de cette maladie. Là, on parle d'une maladie qu'on ne connaît pas. On a créé un consortium qui est principalement composé du public, du privé puis de la philanthropie pour pouvoir sortir un vaccin dans les 100 jours suivant une maladie fictive inconnue. La seule façon qu'on peut réussir à faire ça, c'est un peu de déployer des vaccins géniques comme on a fait dans la COVID. Ouais. Et est-ce qu'on est satisfait de l'efficacité et de l'innocuité de ces vaccins-là d'après les rapports? C'est ce que je voulais te poser comme question. Combien de temps on a pris pour sortir l'injection COVID? 12 mois? On peut faire ça très rapidement, sortir ces séquences-là, mais on ne peut pas tester l'efficacité puis l'innocuité de manière rapide. C'est impossible. C'est impossible. Combien de temps ça prend, Bernard, habituellement, sortir un vaccin? Un nouveau vaccin? Bien, ça dépend des vaccins. Les vaccins, on parle de vaccins, mais c'est très variable. Si c'est un vaccin viral, bien, si on prend le cas de la COVID, par exemple, les Chinois avaient sorti ce qu'on appelle un vaccin traditionnel du type polio. On fait pousser des virus en culture, on les inactive, puis on injecte ça, on injecte le mélange. Comme on fait pour les vaccins de la grippe, qu'on fait pousser dans des œufs embryonnés. Mais le processus, c'est quoi? C'est une dizaine d'années? Ah, bien, ce qui est long, ce n'est pas la technologie pour produire le matériel. Ce qui est long, c'est de faire les essais cliniques pour s'assurer de l'innocuité et de l'efficacité. Et ça, c'est très compliqué de valider l'efficacité d'un vaccin, surtout pour une maladie comme dans le cas des coronavirus. C'est pas une maladie immunisante. C'est pas immunisant. On l'a vu, là. Il y a des gens durant COVID qui ont fait 3, 4 COVID, vaccin, pas vaccin. Pourquoi? Parce que, naturellement, les coronavirus changent tellement souvent qu'on est réexposé à des variants ou à des souches différentes régulièrement. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on va fixer dans le temps, on va dire que c'est celui-là contre lequel on va s'immuniser, puis qu'on espère que ça va protéger contre les autres qui sont à venir? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mettons qu'on sort un vaccin en 16 jours pour une maladie inconnue fictive. Sur quelle plateforme qu'on va sortir ça? C'est pas moi le virologue. La seule plateforme qui existe en ce moment pour faire des choses rapides comme ça, c'est les plateformes d'ARN messager modifié. Ouais. Cette plateforme-là est tellement toxique qu'il faudrait la proscrire du marché. Il y a beaucoup d'États actuellement, le cas de la Floride, puis il y a d'autres États qui demandent un moratoire, pas seulement sur la plateforme pour les vaccins COVID, mais pour la plateforme pour les autres indications, parce que le problème, c'est pas seulement la protéine spike qu'on a mis dans le vaccin, le problème, c'est toute la plateforme avec les lipides puis avec les ARN messagers modifiés qu'on met là-dedans, que ce soit pour le virus de la grippe ou le virus de la bronchiolite. Cette plateforme-là cause des sérieux problèmes, des effets secondaires comme on n'avait jamais vu pour aucun vaccin qu'on avait utilisé auparavant. C'est minimum 20 fois plus d'effets indésirables. Fait que là, si on veut dire on va combattre le problème de cette infection-là par un vaccin comme ça, il faut s'assurer que les effets ou les bénéfices qu'on va avoir du vaccin vont dépasser les effets indésirables parce qu'on sait qu'il va en avoir. Et si on regarde dans le cas de l'Omicron, la pathogénicité est tellement faible que le rapport risque-bénéfice dans ce cas-là est nettement défavorable. Est-ce que tu penses que la maladie X pourrait être utilisée comme excuse ou un prétexte afin de réintroduire, par exemple, davantage de mesures de confinement puis d'obligations vaccinales? Bien, si on regarde le propos de l'Organisation mondiale de la santé, leur récit, c'est que dans le cas de la COVID, il y a eu beaucoup de morts, puis là, ils disent des millions de morts. Déjà, on sait que l'attribution de la mortalité à la COVID, elle est à réviser. Les statistiques ne sont pas fiables parce qu'on n'a pas fait des évaluations rigoureuses des mortalités COVID. Deuxièmement, qu'est-ce qui a fait qu'il y aurait de la mortalité pour des gens qui sont infectés avec la COVID? Bien, c'est certain que si on dit aux gens, ne soignez pas, n'utilisez pas des traitements génériques comme les Chinois ont utilisé, comme bien d'autres pays en Afrique puis en Asie ont utilisé, bien, les gens qui ne sont pas traités puis qui ont une infection puis qui sont vulnérables, ils risquent d'en mourir. Alors, est-ce qu'on veut répéter le même scénario? Parce qu'on va être encore dans le même cas de figure. Il faut, pour autoriser un vaccin en condition d'urgence, il ne faut pas qu'il y ait de traitement. Fait qu'il faut supprimer les traitements. Alors, si on refait le même scénario qu'on a fait avec la COVID, on va avoir les mêmes résultats. Et cette fois-ci,
quand même assez optimiste que les gens vont avoir compris qu'il y a anguille sous roche. Ouais. En terminant, est-ce qu'on est en train de faire tout un tapage médiatique autour de la maladie X afin d'influencer la signature de l'accord international C'est sur la certainement que ça joue. préparation et la riposte aux pandémies? OK, on va dire ça comme ça. Quel est le modèle d'affaires de l'Organisation mondiale de la santé? Quelle est la raison d'être? C'est pour traiter ce genre de situation de crise-là. S'il n'y a pas de crise, ils n'ont pas de raison d'être. S'ils n'ont pas de raison d'être, il n'y aura pas de financement. Donc, on est dans le cas d'une organisation qui est supranationale, sur laquelle on n'a aucune espèce de pouvoir pour dire si vous faites un bon travail, on va vous garder, mais si vous ne faites pas un bon travail, on va vous remplacer. Qui peut faire ce genre de décision-là? Bien, c'est les gens qui financent. Qui est le plus gros financier de l'Organisation mondiale de la santé? Bill Gates. C'est Gates. Bon, est-ce que Gates a intérêt à maintenir ça et à faire la promotion des vaccins? Ben oui, c'est son cheval de bataille. Il veut vacciner la planète, puis il veut la vacciner pour toutes les indications possibles et imaginables. Puis il en profite, il l'a dit lui-même, c'est le meilleur investissement qu'il a fait de sa vie en termes de retour sur l'investissement. Est-ce qu'on n'a pas là un problème double d'un monsieur Gates qui connaît absolument rien à la santé? Une dernière fois, j'ai vérifié, il y a une expertise plutôt en informatique, puis qu'il y a un conflit d'intérêts comme c'est incroyable pour promouvoir un agenda avec une vaccination dont il va être le plus premier profiteur. Absolument. Voilà. Dossier qu'on va quand même suivre au fil des... Il faut que les peuples se débats. réveillent puis ne se laissent pas embarquer dans cette histoire-là. Si on veut répéter le même scénario qu'avec la COVID-19, si vous regardez H1N1 qui ne vit pas si longtemps, il y a eu des rapports extraordinaires pour montrer que c'était vraiment une pandémie fabriquée pour vendre des médicaments puis des vaccins. Ça a été très bien documenté dans des rapports en France puis dans d'autres endroits. Même ici au Québec, il y a des manchettes qui nous montrent ça. Vous pensez que c'était vraiment différent dans le cas de la COVID? Pas du tout. Vous pensez que ça va être bien différent pour la prochaine pandémie? Ça va être différent seulement si les gens disent non, on n'embarque pas dans vos mesures non pharmaceutiques qu'on sait qui ne sont pas efficaces, que ce soit les masques, le confinement. Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'on les planifie maintenant. Fait que si on les planifie, c'est parce qu'on est en train de les orchestrer nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui arrive out of nowhere, comme ça, comme... Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Puis moi, je suis d'accord avec le professeur Raoult qui dit nos connaissances en virologie puis en immunologie sont largement insuffisantes pour qu'on fabrique en laboratoire un virus qui aurait un potentiel pandémique dangereux. C'est-à-dire, on peut fabriquer un virus qui va se répandre, mais qui ne va pas vraiment donner des grosses... comme dans le cas du COVID. Comme dans le cas du COVID. Mais on n'est pas capable de fabriquer ça parce qu'on ne peut pas prédire qu'est-ce qu'il faut modifier dans le virus pour qu'il y ait un potentiel aussi dévastateur. Ouais. Donc, d'une certaine façon, c'est la notion aussi qui est utilisée des armes biologiques. On ne peut pas fabriquer des armes biologiques de cette façon-là. On ne peut pas, heureusement. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans d'autres domaines où on peut les fabriquer, que ce soit des armes thermiques ou des armes chimiques, ça marche. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup, Bernard Massy, d'avoir été avec nous ce soir. Vous savez, on vit dans une société ou une époque où la vérité est devenue matière de censure et le mensonge est maintenant devenu le discours dominant poussé par les gouvernements, les intellectuels de ce monde, les philosophes, les médias, les scientifiques de notre monde. Et nos politiciens en sont même venus à instaurer des lois de censure afin de s'assurer d'étouffer et de tuer la vérité. Vous savez, quand on commence à parler d'une maladie X, une maladie fictive, une maladie hypothétique, et qu'on est déjà en train de préparer peut-être une prochaine injection, bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que comme anguille sous roche, parce que comment on peut planifier un vaccin en rapport avec une maladie hypothétique qui n'existe pas encore? Bien, l'avenir saura sûrement nous le dire.